N'insistez pas, Madeleine, vous ne venez pas à Noël. Sa voix claquait, froide et nette, dans le combiné. J'ai cru à une plaisanterie. Puis elle a ajouté, avec cette douceur administrative qu'elle prend pour l'élégance. C'est plus simple ainsi. Le mot m'a traversé comme un courant d'air. Plus simple. Rien ne l'est jamais, quand il s'agit d'une mère. J'ai reposé la tasse à moitié pleine, noté mécaniquement la date et l'heure dans mon carnet. 14 décembre. Lucie m'interdit de venir. Mot. Simple. J'ai levé les yeux. Le jardin derrière la vitre semblait endormi. Les rosiers avaient perdu jusqu'à la mémoire du rouge. Dans la cuisine, tout paraissait trop calme, comme si la maison avait compris avant moi. Un téléphone muet pèse plus lourd qu'un secret. Il creuse une place dans le silence. Lucie, ma belle-fille, est une femme correcte, ordonnée, qui pense qu'un bon geste vaut mieux qu'un sentiment. Elle gère les fêtes comme on gère un agenda. Qui apporte quoi? Qui s'assoit où? Cette année, apparemment, je n'entrais plus dans la grille. Mon fils, lui, n'a pas parlé. C'est ce mutisme-là qui m'a fendu net. Je me suis revue l'année précédente, le sapin trop haut pour leur plafond, les enfants qui criaient autour de moi, mon gâteau aux noix, un peu sec mais attendu. J'avais cru alors que tout recommencerait, que la famille avait ses cycles comme les saisons. Je ne savais pas que certaines saisons ne reviennent pas. Je n'ai pas pleuré. J'ai essuyé le plan de travail, replacé la boîte d'ornements que j'avais préparée. Des anges en paille, une étoile en carton que Pierre avait découpée dans les années 80. Je l'ai rangée tout au fond, comme on enterre une relique. Puis j'ai lu son message. Je préfère éviter les tensions. Nous serons déjà 10. On vous embrasse. 3 phrases sans air, polies comme une lame. On vous embrasse. Ce « on », impersonnel qui n'appartient à personne. Je me suis assise. Mon genou a craqué. Le bruit du radiateur couvrait ma respiration. J'aurais voulu l'appeler, lui mon fils, lui demander « Tu es d'accord ?» Mais j'ai su que j'obtiendrais le silence. Il y a des silences qui vous renvoient à la marge d'une photo. Alors, j'ai décidé de ne pas supplier. On ne supplie pas pour une chaise. J'ai fait du thé. J'ai ouvert la fenêtre. Le froid m'a nettoyé. Dans cette bouffée glacée, j'ai compris non pas qu'il ne m'aimait plus, mais que je n'étais plus utile. Et l'amour inutile devient un fardeau qu'on déplace hors du salon. Je suis restée longtemps à la table. Sous ma main, une tache brune, la trace d'une cigarette que Pierre avait posée là un soir de fête. Ce point noir m'a rappelé qu'il y a toujours quelque chose qui brûle même après qu'on a soufflé la flamme. Dans mon carnet, j'ai ajouté « Ne pas répondre, laisser reposer, penser. Les vieux apprennent à penser avant de parler. C'est notre dernière élégance. » La lumière de midi s'est posée sur les murs. Tout semblait figé, et pourtant quelque chose, au fond, commençait à bouger. Pas une colère, non, une clarté, une forme de maintien intérieur. Ce n'était pas encore la vengeance, juste la première idée de la tenue. Je n'irai pas mendier une invitation. Je ne ferai pas d'esclandre. Je garderai trace. Écrire, c'est déjà tenir debout. J'ai refermé le carnet, pris une gorgée de thé, et j'ai senti que, quelque part entre ma gorge et mon cœur, une ligne s'était redressée, fine, droite, presque invisible. Noël viendrait sans moi. Qu'il vienne. J'aurais, moi aussi, ma manière d'attendre. Et peut, être, plus tard, ma manière de rendre. Je n'ai pas toujours vécu dans le silence. Il fut un temps où la maison respirait à chaque fenêtre, où la table n'avait jamais assez de chaises, où le dimanche avait l'odeur du poulet rôti et du café chaud. Quand j'y repense, je revois la lumière jaune sur le carrelage du petit appartement de Nancy, nos rires de jeunes mariés, et la promesse naïve que les choses dureraient. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré Pierre. Il était instituteur, les mains tachées d'encre, le regard tranquille d'un homme qui croit encore au progrès. Moi, je travaillais à la poste, debout du matin au soir, à classer les lettres des autres sans jamais en recevoir. Il m'a dit un jour, en déposant un paquet, « Si je t'écris, tu me reconnaîtras à l'écriture. » Et j'ai su que ma vie commençait là. On s'est mariés un printemps pluvieux. Nous n'avions rien, sinon la volonté d'y croire. J'ai cousu ma robe dans du coton ivoire, un peu trop raide.
lui portait un costume prêté. Nous avons dansé dans la salle des fêtes de la mairie, sous des guirlandes en papier qui sentaient la farine. J'avais peur que le bonheur soit trop fragile, comme ces lampions qui s'éteignent dès qu'on ouvre une porte. Les premières années furent rudes. Pierre corrigeait ses copies tard dans la nuit, moi je comptais les pièces pour finir le mois. Mais il suffisait qu'il me dise « on y arrivera » pour que tout semble possible. Nous avons acheté une petite maison à Saint-Max, avec un bout de jardin où j'ai planté un lilas. Ce lilas-là, je l'ai toujours dans les yeux. C'est devant lui que j'ai appris la patience. Quand notre fils est né, j'ai cessé de travailler. À l'époque, c'était un choix naturel. Une mère reste, un père part gagner le pain, j'ai tout mis de côté. Mes amis, mes lectures, mes désirs de voyage. Je voulais qu'il ait une enfance claire, sans cri ni manque. J'étais fière de repasser ses chemises d'écolier jusqu'à ce qu'elles sentent le savon. Pierre me disait souvent « Tu es le pilier ». Je le croyais. Ce que je n'avais pas compris, c'est que les piliers ne bougent pas. On bâtit dessus, puis on les oublie. Les années ont filé. Pierre est devenu directeur d'école. Notre fils, brillant, studieux, drôle, avait cette façon de pencher la tête quand il écoutait. Le même geste que son père. Je l'aimais d'un amour épais, un de ceux qui vous engloutissent. Peu, être trop. Les mères qui aiment trop finissent par gêner. Je me souviens du premier hiver dans la maison neuve que nous avions achetée grâce à un emprunt. Les murs sentaient encore le plâtre, mais la cheminée crépitait. Je tricotais des chaussettes en laine, et chaque Noël, j'accrochais les mêmes boules dorées, persuadé qu'un jour mon fils les reprendrait pour sa propre famille. J'ai gardé ce carton d'ornement toutes ces années, comme un héritage miniature. Puis, Pierre est tombé malade. Un cancer des poumons, découvert trop tard. 3 ans de lutte, de rendez-vous à l'hôpital, de petits mensonges pour lui laisser croire qu'il allait mieux. Quand il est parti, la maison a rapetissé. J'ai appris la solitude par le bruit du frigo la nuit. Mon fils s'est marié l'année suivante. Je m'en souviens comme d'un film trop rapide. La robe blanche, la foule, le sourire impeccable de Lucie. Elle était belle, ambitieuse, et j'ai voulu l'aimer tout de suite pour ne pas faire partie des belles-mères amères. Je lui ai offert ma bague de fiançailles, celle avec la pierre bleue que Pierre m'avait donnée. Elle a dit « merci » sans la passer au doigt. Je n'ai rien dit. Au début, tout allait bien. Il venait dîner le dimanche, les petits sont arrivés. J'étais la grand-mère disponible, celle qui garde, qui coud, qui prépare des confitures. Je n'ai jamais demandé d'argent, jamais réclamé une visite. Mon bonheur se nourrissait de miettes, une photo, un câlin volé. J'avais foi en la tendresse, cette religion qu'on pratique seule. Mais la vie moderne n'aime pas les témoins du passé. Peu à peu, mes conseils sont devenus vieillots, mes recettes trop lourdes, ma présence un peu fatigante. Lucie m'appelait Madeleine, avec une politesse qui mettait une distance de 2 mètres entre nous. Mon fils, lui, me disait « Tu sais comment elle est ?» Oui, je savais. Elle aimait l'ordre, les choses neuves, les silences sans vieille voix. J'ai continué à sourire, à me taire, à écrire dans mon carnet. Chaque page racontait un effacement. Il y a des vies qui s'effacent comme une photo trop exposée. Les contours d'abord, puis les visages. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je revois la cuisine des années 1970, les nappes à carreaux, la radio posée sur le rebord, la voix de Pierre qui chante faux. C'est là que j'étais quelqu'un. Une femme aimée, nécessaire, au cœur battant du foyer. Avant que le monde ne change de langue et que je devienne étrangère dans ma propre lignée. Les humiliations ne tombent jamais d'un coup. Elles s'infiltrent comme l'humidité dans les murs. D'abord, invisible, puis tout se décolle. Je ne saurais pas dire quand tout a commencé, exactement. Peut être le jour où Lucie a remplacé mes assiettes à fleurs par des assiettes blanches, plus modernes. J'étais venue aider pour le déjeuner, j'avais posé la table avec soin, et elle avait tout défait en riant. « Oh, Madeleine, on ne met plus ça, voyons. » Je n'ai rien répondu. Je me suis dit, elle veut son style, c'est normal. Mais ce rire, ce petit rire de rien du tout, s'est logé quelque part en moi comme un éclat de verre. Ensuite, il y eut les repas où l'on ne m'attendait plus.
On t'a gardé une part, on a commencé sans toi, disait mon fils quand j'arrivais avec 10 minutes de retard parce que le bus avait traîné. Il disait cela gentiment, sans malice apparente. Mais la table, déjà pleine, ressemblait à un théâtre dont la pièce avait commencé sans moi. Il ne restait jamais qu'un coin de chaise, une assiette orpheline. Un jour, ma petite fille m'a demandé « Mamie, pourquoi tu viens toujours après tout le monde ?» Je lui ai souri. Comment expliquer à un enfant qu'on ne choisit pas toujours sa place, qu'on vous la laisse? Puis il y eut ces cadeaux qu'on ne choisit pas pour vous, mais contre vous. Un Noël, Lucie m'a offert un tablier avec l'inscription Reine des fourneaux. J'ai compris le message. L'année suivante, c'était un parfum trop jeune, acidulé, qui me donnait mal à la tête. « Ça change de tes odeurs d'antan », avait-elle lancé. Je l'ai remerciée, comme on remercie un juge. Je continuais pourtant à venir, à sourire, à me dire que tout cela n'était que maladresse. Les maladresses des générations qui se croisent. Mais un jour, j'ai surpris une phrase. Elle croyait que je ne l'entendais pas. Mon fils venait d'annoncer qu'il passerait le week-end chez moi pour repeindre le portail. Elle a soufflé, exaspérée. « Tu n'es pas obligé d'y aller chaque fois qu'elle t'appelle. Elle peut bien attendre un peu, ta mère. » Ma mère. Elle avait dit ça comme on parle d'une contrainte. Et lui, au lieu de la contredire, avait haussé les épaules. Ce geste-là, plus que les mots, m'a blessée. Je me suis repliée. Je ne téléphonais plus qu'une fois par semaine. Je faisais semblant d'avoir des activités, pour qu'il croie que j'étais occupée. J'avais mes après-midi de marché, mes marches au bord de la Meurthe, mes lectures du soir. En réalité, je m'exerçais à la disparition. Les petites humiliations ne tuent pas. Elles modèlent. Elles vous plient jusqu'à ce que vous rentriez dans la boîte qu'on vous prépare. Le pire, c'est qu'on finit par trouver cela normal. Je me suis surprise à défendre Lucie devant mes voisines. Elle travaille beaucoup, la pauvre. Elle n'a pas toujours le temps d'être aimable. Je me protégeais derrière sa fatigue. C'était plus supportable que d'admettre son mépris. Puis il y eut la question de l'argent. Un après-midi, autour d'un café, elle m'a demandé d'un ton léger. « Et ta maison, tu la gardes encore longtemps ?» J'ai ri, croyant à une plaisanterie. Elle a poursuivi. « Non, c'est juste que ça te fait beaucoup d'entretien, non ? Et puis, tu es seule maintenant. » Elle m'a regardé longuement, comme on évalue un terrain. Ce jour-là, j'ai compris que mon toit était devenu un sujet de conversation, un objet d'intérêt. Je suis rentrée chez moi avec une migraine sourde. Les semaines suivantes, elle a commencé à m'aider. Elle rangeait mes papiers, pour que tout soit clair. Elle m'a proposé de changer de banque, plus pratique. Et mon fils, toujours doux, toujours conciliant, lui laissait faire. J'ai refusé poliment, plusieurs fois. Elle a répondu en souriant. « C'est pour ton bien, Madeleine. Tu nous fais confiance, n'est-ce pas ?» Ce « tu nous fais confiance » sonnait comme un piège tendu sous un coussin. Alors j'ai recommencé à écrire dans mon carnet. Pas pour me plaindre, pour garder trace. J'ai noté chaque mot, chaque visite, chaque signature qu'on m'a demandé d'apposer. À la fin de la page, j'ai écrit « Les humiliations sont les graines du courage. Il suffit d'attendre qu'elles germent. » Je ne savais pas encore à quel point cette phrase me sauverait. Un soir, j'ai voulu leur faire plaisir. J'avais préparé un gratin dauphinois pour leur arrivée. Ils sont venus, en retard, pressés, distraits. Lucie a goûté une bouchée, puis a reposé sa fourchette. « C'est lourd, ça. » « Je vais éviter. » Mon fils n'a rien dit. Les enfants ont préféré des nuggets réchauffés. J'ai mangé seule à la cuisine. C'est ce soir-là que j'ai compris que l'amour peut mourir sans bruit. Je me suis couchée tôt. J'ai ouvert la fenêtre, respiré l'air froid. Dans le noir, j'ai murmuré. Je ne suis pas encore morte. Ce n'était pas une plainte, c'était une promesse. Il y a toujours un moment où le cœur ne se contente plus d'encaisser. Le mien, ce soir-là, s'est arrêté une seconde juste assez pour comprendre que quelque chose venait de basculer. C'était un mercredi de mars, gris et froid. J'étais rentrée du marché, les doigts encore engourdis, quand j'ai trouvé une enveloppe posée dans ma boîte aux lettres. Une grande enveloppe blanche, au nom d'un cabinet de notaire que je ne connaissais pas. J'ai d'abord cru à une erreur, puis j'ai lu « Madame Madeleine Garnier, propriétaire du bien 6 au 24 rue de la Fontaine ». Le cœur m'a cogné.
Ce n'était pas une erreur. À l'intérieur, un courrier d'information préalable à donation. Une phrase m'a brûlé les yeux. Concernant le projet de donation-partage envisagé au profit de Monsieur et Madame Dumas. Monsieur et Madame Dumas. C'était mon fils et ma belle-fille. Ils envisageaient ma donation. Sans moi. J'ai relu 3 fois, chaque mot plus net que le précédent. Je n'ai pas signé de procuration. Je n'ai autorisé aucune démarche. Alors, comment? Pourquoi? La tête m'a tourné. J'ai dû m'asseoir. Le thé refroidi sur la table vibrait légèrement, comme si la tasse savait avant moi que ce jour-là serait un tournant. J'ai appelé. Mon fils n'a pas décroché. Lucie, elle, a répondu aussitôt, d'un ton enjoué. « Ah oui, tu as reçu la lettre? Justement, on voulait t'en parler. »« M'en parler ?» dis-je, la voix tremblante. « Ce n'est rien, voyons. C'est une formalité. Le notaire voulait juste t'informer. Tu sais, on prépare l'avenir. » L'avenir de qui? Un silence. Puis cette phrase, posée comme une pierre sur ma poitrine. « De tout le monde, maman. C'est plus simple si la maison passe directement à ton fils maintenant. Tu resteras dedans, bien sûr. Rien ne change pour toi. Rien ne change. » Ces mots, encore. Il ne comprenait pas qu'on ne déshabille pas une femme de sa maison comme on change une housse de couette. J'ai raccroché sans répondre. Je suis restée longtemps immobile, l'enveloppe ouverte sur la table. Tout ce que j'avais bâti, chaque pièce repeinte, chaque rideau cousu, chaque plante plantée, devenait soudain une propriété en suspens. Et tout cela, décidé sans ma voix. Je me suis sentie rayée, comme un nom effacé sur un bail. Le soir, j'ai sorti mon carnet vert. J'y ai collé l'enveloppe, avec un morceau de scotch. Puis j'ai écrit, d'une main ferme. 9 mars, tentative de donation sans mon accord. Lucie dit, pour simplifier, à vérifier auprès d'un notaire indépendant. Le mot indépendant m'a réchauffé. Je me suis rappelé ce que Pierre disait autrefois. Quand on veut t'enlever quelque chose, demande toujours qui gagne à ce que tu le perdes. Cette phrase m'a tenu compagnie toute la nuit. Le lendemain, j'ai pris un bus jusqu'à la ville. Mes jambes tremblaient, mais ma tête était claire. J'ai poussé la porte d'une étude notariale au centre-ville. Une jeune femme m'a accueilli, polie, professionnelle. Je lui ai tendu le courrier. Elle a lu, en silence, puis a levé les yeux. « Madame, cette donation ne peut pas être enregistrée sans votre signature. » Pourtant, ils ont reçu ce courrier. C'est peu, être une tentative de pression. Ils ont voulu préparer le terrain. J'ai senti mes épaules se redresser. Elle a ajouté doucement. « Si j'étais vous, je vérifierais vos procurations bancaires. Et je garderais ce courrier. Il pourrait vous servir un jour. » Je suis sortie avec un mélange de vertige et de lucidité. Dans la vitrine d'à côté, un miroir reflétait mon visage. Fatigué, oui, mais vivant. Je me suis dit, c'est fini, je ne me laisserai plus effacer. Les jours suivants, tout a pris une autre couleur. Chaque appel de Lucie sonnait faux, chaque phrase de mon fils portait le poids d'un mensonge poli. J'ai joué le jeu. La mère douce, conciliante, reconnaissante. Mais chaque soir, je notais. Les dates, les mots, les comportements, mon carnet est devenu une arme de papier. 1 semaine plus tard, ils sont venus dîner. J'avais préparé une soupe et des tartelettes. J'ai posé la lettre du notaire sur la table, entre le pain et la carafe d'eau. Lucie a pâli. Mon fils a murmuré. « Maman, on allait t'en parler. »« Vous m'en avez parlé, » dis-je calmement. Sans me demander. Lucie a voulu plaisanter. « Oh, tu sais, c'est juste administratif. »« Non, » ai-je répondu. « Ce qui est administratif, c'est la mort. Le reste, c'est humain. » Le silence qui a suivi valait tous les aveux. Je les ai regardés tous deux, assis devant ma nappe à fleurs. Ils n'avaient plus rien à dire. J'ai compris, à ce moment précis, que leur amour n'était pas faux. Il était pratique. Et que j'étais devenue une case à cocher, un patrimoine à simplifier. Après leur départ, j'ai allumé une bougie sur la table, pas pour prier, pour me souvenir. Je me suis promis de reprendre chaque clé de ma vie, une à une. Il n'était plus question d'émotion, mais de précision. Ce soir-là, j'ai dormi peu,
mais j'ai rêvé clair. Je me voyais marcher dans un couloir aux murs blancs, ouvrir des portes, récupérer des dossiers, un à un. Le lendemain, j'ai commencé. J'ai appelé ma banque. J'ai modifié mes accès. J'ai demandé des copies de mes comptes, mes procurations, mes titres, et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une force tranquille. Je n'étais plus une victime. J'étais une propriétaire qui se souvient de l'être. Ce fut la première fois depuis des années que je n'ai pas attendu le rappel. Et la première fois que j'ai vraiment respiré. Les nuits ont commencé à se ressembler. Le sommeil venait, repartait, laissait derrière lui un brouillard d'images. La maison, la lettre, la voix de Lucie qui disait « C'est plus simple ». Je me réveillais souvent à 3 heures, à l'heure où tout semble basculer, où la ville dort et où les vieilles femmes pensent. Je restais là, dans le noir, les mains jointes sur la couverture, à écouter le tic-tac du réveil. Ce bruit, je l'avais toujours trouvé apaisant. Maintenant, il sonnait comme une horloge judiciaire. Chaque seconde me rappelait que le temps travaille pour ceux qui agissent, pas pour ceux qui dorment. J'ai commencé à écrire encore plus. Les pages du carnet vert se remplissaient vite. Pas seulement des faits, mais des pensées, des dates, des réflexions que je n'avais jamais osé formuler. J'y consignais tout. La visite de la banque, les mots exacts de la notaire, les réactions de mon fils. Au fil des jours, ce carnet est devenu mon miroir. Il me renvoyait une image de moi que je ne reconnaissais plus. Une femme calme, méthodique, qui observe avant de répondre. Je me suis surprise à sourire un soir en traçant une ligne de plus. Ne rien dire. Préparer. Se souvenir que le silence protège mieux que la colère. Ce fut le premier pas vers la paix. Pourtant, le corps, lui, n'était pas tranquille. Le cœur cognait, le ventre se serrait. Je relisais parfois les vieilles lettres de Pierre, pour m'endormir. Sa voix sur le papier me tenait compagnie. Ne laisse jamais personne te faire croire que ta douceur est faiblesse. Je crois que c'est cette phrase qui m'a fait tenir debout. Je ne voulais pas me battre contre eux, ce n'était pas une guerre. Je voulais juste remettre les choses à leur place, reprendre ma voix, ma maison, ma signature. J'ai compris, au fil de ces nuits, que la dignité ne s'obtient pas en criant, mais en écrivant. Écrire, c'était comme mettre de l'ordre dans un dossier intérieur. Le matin, je me levais tôt. J'allais marcher au bord de la rivière. Le givre blanchissait les herbes. Chaque pas me rendait plus lucide. Je pensais à toutes ces femmes de mon âge qu'on écarte doucement, au nom du « pratique ». On ne les insulte pas, non. On les range. On les protège. On leur explique ce qui est plus simple. Et un jour, elles ne décident plus de rien. Je ne voulais pas être de celles-là. J'ai pris conscience que ma maison, mes comptes, mes papiers, tout ce qui portait encore mon nom, étaient les derniers témoins de ma liberté. Alors, j'ai décidé que plus rien ne se ferait sans moi. Une nuit d'insomnie, j'ai écrit une lettre. Pas à eux, à moi. Je l'ai commencé ainsi. Madeleine, tu as été la mère, la femme, la présence. Maintenant, sois la témoin. Je me suis relue. J'ai ajouté. Ce n'est pas ta faute s'ils t'oublient. C'est la leur s'ils croient que tu n'as plus de mémoire. J'ai rangé la lettre dans une enveloppe Kraft et j'ai noté la date dessus. Ce geste, anodin en apparence, m'a rendue légère, comme si j'avais repris la direction d'un navire qu'on croyait à la dérive. Les jours suivants, j'ai commencé à observer les détails. Les attitudes de Lucie, ses phrases calculées, les messages effacés. Une fois, elle m'a appelé. « Tu pourrais me donner ton code du coffre ? Ce serait plus sûr, si jamais il t'arrivait quelque chose. » Je lui ai répondu doucement. « Il m'arrive encore d'être prudente, Lucie. » Elle a ri, un peu gênée. Moi, pas. Chaque petite demande me confirmait qu'ils avaient un plan. Et ce plan, je l'allais démonter pièce par pièce, non pas avec la rage, mais avec le droit. Je suis allée à la mairie, demander des copies d'actes. J'ai relu le contrat de mariage. J'ai vérifié les titres de propriété. Je notais tout dans mon carnet, sans trembler. Le fonctionnaire m'a dit « Vous êtes très organisée, madame. » Je lui ai répondu « J'ai eu le temps d'apprendre. » La nuit suivante, j'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie victime. Je n'étais plus la femme qu'on excluait d'un repas de Noël. J'étais celle qui reprenait la clef de son destin.
Il m'a fallu 70 ans pour comprendre que le silence n'est pas une absence. C'est une préparation, une langue qu'on parle à voix basse, mais qui porte loin. Je n'ai rien dit à mon fils. Je ne voulais pas le punir. Je voulais qu'il voie, un jour, ce que c'est qu'une femme qui agit sans bruit. Alors, j'ai continué à marcher, à écrire, à classer. J'ai acheté un classeur gris, des intercalaires, une chemise intitulée « Documents essentiels », à ne pas signer sans lecture. C'était ma manière de dire à l'avenir « Je suis là, encore ». Chaque page ajoutée me rendait plus solide. Et, un matin, en refermant le classeur, j'ai murmuré « Maintenant, je suis prête ». Je ne savais pas encore à quoi, mais j'étais prête. Il y a des colères qui se dissipent et d'autres qui se structurent. La mienne, au fil des semaines, s'est mise à parler la langue du droit. Je n'avais ni armes, ni jeunesse, ni alliance, mais j'avais ce que les autres oublient, du temps, de la mémoire et des preuves. Je me suis d'abord rendue à la banque. J'ai demandé à voir ma conseillère, une femme de 40 ans, l'air un peu pressée mais attentive. Je lui ai expliqué, calmement, je veux vérifier mes procurations et retirer celles qui ne sont plus nécessaires. Elle a feuilleté l'écran, hésité. Il y en a une, au nom de votre fils, pour les opérations courantes. Supprimez-la, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. Vous êtes sûr? Parfaitement. Ce qui est à moi ne doit appartenir à personne d'autre, même par gentillesse. Je suis sortie de la banque avec une respiration plus claire. Il faisait un froid bleu, sec, et j'ai senti que quelque chose en moi reprenait forme une dignité de propriétaire, oubliée sous des années de tendresse. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un notaire que m'avait conseillé Mireille, mon ancienne collègue de la Poste. Un homme discret, au regard doux. Je suis arrivée avec un dossier gris, bien fermé. Il m'a accueillie avec un café, à écouter en silence. Quand j'ai terminé, il a dit simplement « Vous avez bien fait de venir. On ne protège jamais trop une femme seule. » J'ai hoché la tête, sans honte. Il a poursuivi. « Vous voulez que nous préparions un testament ? » « Oui. Mais un testament qui respire. Pas un testament de peur. Nous avons parlé longtemps. Je lui ai expliqué ce que je voulais vraiment. Que la maison ne revienne pas à ceux qui me considéraient comme un obstacle, mais à ceux qui sauraient encore y mettre des fleurs. Je n'ai pas de rancune, ai-je précisé. Seulement de la clarté. Il a souri. C'est la plus belle forme de justice, madame. Je me suis dit que Pierre aurait aimé cette phrase. J'ai signé plusieurs documents, modifié mes dispositions, ouvert un compte distinct pour mes frais personnels. Chaque signature était un acte de libération. Le notaire m'a dit « Gardez vos papiers dans un endroit sûr, et surtout, ne dites rien. Ne rien dire. » Cette consigne me convenait parfaitement. Je suis rentrée chez moi, avec mon dossier gris serré contre moi comme un talisman. Je l'ai glissé dans le buffet, derrière la nappe blanche, à côté du carnet vert. Désormais, ma vérité tenait dans ces deux objets, le carnet pour la mémoire, le dossier pour la loi. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai appelé Lucie avec douceur, pris de ses nouvelles, demandé des photos des enfants. Elle a cru que tout était oublié. Je lui ai même offert un panier de confiture, comme avant. Elle m'a remercié avec un sourire satisfait. Elle ignorait que, dans le même temps, mon notaire enregistrait un acte rendant impossible toute donation sans ma présence physique. Je vivais dans une pièce de théâtre silencieuse. Eux jouaient la comédie du contrôle, moi celle de la docilité. Mais la différence, c'est que moi, j'avais lu le scénario jusqu'à la fin. Je me suis remise à jardiner. Ceux qui croient que les vieux ne savent plus attendre n'ont jamais vu un lilas pousser. Chaque jour, je plantais, arrosais, écrivais. Et dans mon carnet, une phrase revenait souvent. Ne pas se venger, se protéger. La nuance est immense. Mon fils m'a téléphoné un dimanche. Il avait une voix douce, presque coupable. « Maman, Lucie disait que... Enfin, tu sais, cette histoire de maison, il ne faut pas le prendre mal. » « Je ne le prends pas mal, ai-je dit. J'y ai réfléchi. Tu avais raison. C'est plus simple ainsi. Ah, tu vois. Je savais que tu comprendrais. J'ai souri. Il ne savait pas que, dans ma bouche, comprendre signifiait agir autrement.
Je me suis surprise à aimer cette nouvelle version de moi-même, silencieuse mais ferme, fragile en apparence et pourtant parfaitement armée. Je n'avais plus besoin de convaincre. J'avais mes papiers, mes preuves, mes témoins, et, quelque part, la patience du monde semblait se ranger de mon côté. Une fois par semaine, j'allais revoir le notaire. Nous mettions à jour les documents, ajustions les clauses. Je découvrais le pouvoir des mots légaux, des phrases brèves, sans colère, mais d'une puissance redoutable. Le droit, au fond, c'est la littérature des femmes silencieuses. Je suis rentrée un soir sous la neige. Le jardin était blanc, le portail figé. J'ai allumé la lampe du salon, sorti mes papiers, tout relu. Puis, j'ai rangé le dossier dans une boîte en métal, sous la mention écrite à la main. Ne pas ouvrir sans moi. Ce geste m'a fait sourire. C'était ma façon à moi de dire au monde. Je suis encore la gardienne. Les jours suivants, Lucie est revenue, pleine d'assurance, parler d'un projet de vacances, d'investissement. Je l'ai écoutée calmement, en hochant la tête. Elle ne savait pas que tout ce qu'elle croyait préparé avait déjà été verrouillé. Elle ne se doutait pas qu'au moment même où elle me parlait, ma maison, mes comptes et mon testament portaient déjà la trace d'une femme qui avait appris à signer seule. Et moi, je jouais mon rôle avec soin, les épaules légèrement voûtées, la voix tranquille, la tasse de thé toujours à la main. Les vieux savent mieux que quiconque. Un masque de douceur, bien porté, protège mieux qu'une cuirasse. Ce soir-là, en refermant mes volets, j'ai pensé à Pierre, encore une fois. Je lui ai murmuré. « Tu vois, mon vieux, j'ai appris à parler ta langue, celle de la logique et de la loi, et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans cauchemar. Le jour où le piège s'est refermé, il n'y a pas eu de cri. Juste un bruit de clé dans la serrure, celui de ma propre porte, et un silence d'avant-tempête. C'était un jeudi d'avril. L'air sentait encore l'hiver, mais le jardin commençait à verdir. J'avais préparé du café et des sablés. Ils devaient passer pour discuter de certaines formalités, avait écrit Lucie dans son message. Une phrase froide, sans verbe d'émotion. Je les ai attendus comme on attend la pluie, calmement, sachant qu'elle finira par tomber. Quand ils sont entrés, j'ai su qu'ils n'étaient pas venus par gentillesse. Mon fils avait ce regard hésitant qu'il prend quand il s'apprête à trahir. Lucie, elle, arborait son sourire administratif. « On ne va pas te prendre beaucoup de temps, Madeleine, » a-t-elle commencé. « C'est juste pour régulariser la donation, maintenant que tout est prêt. »« Ah » ai-je dit doucement. « Tout est prêt ?» Elle a sorti une chemise cartonnée, couleur crème, marquée « Signature finale ». Je me suis assise, lentement. « Vous voulez que je signe ?»« Oui, maman » a soufflé mon fils. « Tu sais, c'est juste pour mettre les choses en ordre. » J'ai hoché la tête, comme une élève attentive. « Bien sûr. L'ordre, c'est important. » Je leur ai servi du café. Le bruit de la cuillère contre la porcelaine couvrait leur respiration. Puis, j'ai pris la chemise, l'ai ouverte, et j'ai lu. Chaque ligne, chaque mot, chaque article. J'ai reconnu la même formule que celle reçue en mars, mais avec quelques ajustements. Lucie avait tout rédigé d'avance, prête à m'expliquer où apposer ma signature. Je me suis levée. J'ai pris une enveloppe sur le buffet, celle que j'avais gardée exprès. Avant de signer, ai-je dit calmement, « J'aimerais que vous lisiez ceci. » J'ai posé l'enveloppe sur la table. Dessus, l'écriture du notaire. Acte enregistré le 5 avril. Disposition irrévocable. Lucie a pâli. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon testament, » ai-je dit. « Et la révocation de toute procuration antérieure. J'ai aussi sécurisé mes comptes. Et la propriété. J'ai versé un peu de café dans ma tasse, sans trembler. Tout est déjà réglé. » Le silence qui a suivi a eu la densité d'un mur. Mon fils a écarquillé les yeux. « Mais tu aurais pu nous en parler. »« Comme vous m'avez parlé, vous ?» ai-je répondu, sans colère. Lucie s'est redressée. « Tu te trompes, Madeleine. On voulait t'aider. On n'aide pas quelqu'un en préparant sa disparition. » Elle a voulu répondre, mais sa voix s'est brisée. J'ai vu, sur son visage, l'étonnement d'une femme qui découvre qu'elle n'a plus le contrôle. Mon fils a baissé les yeux. « Maman, on voulait juste anticiper. » « Anticiper quoi? Ta mère qui gêne?
Ta maison trop grande ou ta belle-mère qui respire encore? Il a eu un mouvement de recul. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé la main sur la table. Je vous ai aimé au point d'oublier qui j'étais. Vous avez confondu amour et disponibilité. C'est fini. J'ai sorti de mon dossier un papier officiel, une copie de l'acte du notaire. Voici la réalité. Cette maison ne vous reviendra pas. Elle ira à une fondation pour femmes âgées isolées. Et vous resterez mes enfants, mais sans le bénéfice. Lucie a blêmi. Tu plaisantes? Non. Je ne plaisante plus depuis qu'on m'a exclue d'un Noël. Elle a posé les mains sur la table, furieuse. Tu veux nous punir? Non. Vous instruire. J'ai marqué une pause. Je n'ai pas besoin de vengeance, j'ai besoin de paix. Et la paix, parfois, passe par la signature d'un notaire. Mon fils s'est levé, a fait quelques pas dans le salon. Maman, c'est trop dur, ce que tu fais. Non, c'est juste. Je l'ai regardé. Il avait les mêmes épaules que son père, mais sans sa lumière. Pendant une seconde, j'ai voulu tout déchirer, le serrer contre moi, oublier. Mais la tendresse, quand elle se fait au détriment de la dignité, devient une trahison de soi. Lucie s'est mise à parler vite, avec des gestes secs. On aurait pu tout faire proprement, sans histoire. Maintenant, ça va tout compliquer. J'ai souri. Proprement. C'est le mot exact. Vous vouliez une mère propre, sans attache, sans voix, facile à ranger. Désolée, je suis encore vivante, et un peu sale de mémoire. Le silence est retombé. Le vent faisait battre les volets. Je me suis levée. Vous devriez partir maintenant. Le café est froid, et les papiers aussi. Lucie a voulu emporter la chemise, mais je l'ai reprise doucement. Non, ceci reste ici. Je la rangerai à côté de mon dossier comme souvenir. Ils ont quitté la maison dans un brouillard d'émotions mêlées. La honte, la peur, la confusion. Je les ai regardés s'éloigner à travers la vitre. Leur silhouette minuscule sur le trottoir semblait déjà appartenir à un autre monde. Quand la porte s'est refermée, j'ai respiré profondément. Le parfum du café refroidi avait une odeur de victoire tranquille. Je me suis assise. J'ai repris mon carnet vert. J'ai noté. Jeudi 17 avril. Confrontation. Aucun cri. La loi a parlé pour moi. Puis j'ai ajouté. Le piège ne s'est pas refermé sur eux. Il s'est refermé sur ma peur. Je suis restée longtemps à la table, à écouter le murmure du vent dans la cheminée. Je n'étais pas triomphante, non. J'étais vidée, mais apaisée. Le plus étrange, c'est que je n'en voulais plus à personne. J'avais simplement remis chaque chose à sa place. Un peu plus tard, le téléphone a sonné. C'était mon fils. « Maman, je voulais juste dire, je ne savais pas que tu pouvais faire tout ça. »« Moi non plus », ai-je murmuré. On se découvre toujours quand il est trop tard. Il a voulu continuer, puis s'est tu. J'ai entendu une respiration hésitante, puis la ligne a coupé. J'ai regardé le combiné, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu mal. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. Le soir tombait doucement. Le lilas fleurissait. Je me suis dit, Pierre aurait souri, lui aussi. Les jours qui ont suivi furent d'un calme trompeur. Je croyais que tout allait retomber comme une poussière légère, qu'après la confrontation, chacun reprendrait sa place. Mais la vérité, quand elle sort du silence, ne se range jamais sagement. Elle éclaire, elle brûle, et parfois, elle démolit. Tout a commencé 2 semaines plus tard, par un coup de téléphone d'une voix inconnue. « Madame Garnier, je suis la secrétaire de Maître Lenoir, le notaire de votre fils. » Je me suis tenue droite. « Oui ?» Il voulait savoir si vous mainteniez vos nouvelles dispositions testamentaires. « Absolument. Et je ne souhaite plus que votre étude me contacte à l'avenir. »« Très bien, madame. » Je le note. J'ai raccroché. Calmement. Le lendemain, la tempête a éclaté. Lucie a appelé, furieuse. « Tu réalises ce que tu as fait? Tu mets toute la famille dans l'embarras. »« L'embarras » ai-je répété. « L'embarras d'avoir voulu me voler? Personne ne voulait te voler. Tu exagères toujours. J'ai les documents, j'ai les dates, j'ai les mots. Je n'ai pas crié. Ma voix, posée, suffisait. Depuis ce jour, ils ne sont plus revenus. Mais les nouvelles circulent vite dans une ville moyenne. J'ai appris.
par Mireille, que Lucie s'était disputée avec sa propre mère, que mon fils, épuisé, dormait sur le canapé depuis des semaines, que les enfants entendaient des éclats de voix et demandaient pourquoi mamie ne vient plus. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas cherché à me justifier. On ne se défend pas d'avoir dit la vérité. On la laisse travailler à sa manière. Un soir, à la supérette, j'ai croisé une amie de Lucie. Elle a baissé les yeux, mal à l'aise. J'ai compris que les rumeurs tournaient. Certaines me dépeignaient comme une vieille femme aigrie, manipulée par un notaire. D'autres disaient que j'avais retiré l'héritage par vengeance. Je les ai laissés dire. Le mensonge, lui aussi, finit par s'épuiser. Je continuais mes habitudes. Le marché le mercredi, le lilas, le thé à 10 à 7 heures. Mais le monde autour de moi avait changé de ton. Les voisins me saluaient avec plus de respect. Et, au fond, j'avais gagné une chose que je ne soupçonnais pas, le poids tranquille de l'autorité. J'ai reçu, en mai, une lettre de mon petit-fils aîné. Une écriture hésitante, penchée à gauche. « Mamie, papa dit que tu es fâchée. Moi je veux que tu viennes quand même à mon anniversaire. Il y aura du gâteau au chocolat. » J'ai relu ces mots plusieurs fois. J'y ai vu l'innocence, la seule vérité qui ne ment jamais. Je lui ai répondu « Je viendrai, mon cœur. Rien n'est brisé entre nous. Il y a seulement des adultes qui apprennent à réfléchir. » Le jour de son anniversaire, je suis venue. Lucie m'a à peine saluée. Mon fils, nerveux, a voulu détendre l'atmosphère. Moi, j'ai simplement apporté une boîte de chocolat et une écharpe que j'avais tricotée. L'enfant m'a embrassée, comme si rien n'était arrivé. Et dans ce geste, j'ai compris que la haine ne passe pas par les enfants. Elle s'arrête aux adultes qui ne savent plus aimer. La semaine suivante, j'ai reçu un courrier officiel, une copie de la main courante déposée par Lucie, m'accusant de manipulation psychologique envers son mari. J'ai souri. Cette fois, c'était moi qui savais ce que valait un papier. Je l'ai rangé dans mon dossier gris, section « Conséquences prévisibles ». Puis j'ai ajouté dans le carnet vert. 8 juin. Tentative d'intimidation. Répondre par le calme. Mon notaire, que je voyais encore une fois par mois, m'a regardé avec un air presque admiratif. « Vous avez tenu bon, » m'a-t-il dit. « Je n'ai fait que ce qu'on m'a appris, » ai-je répondu. Les femmes de ma génération savent plier les draps sans les froisser. J'ai simplement appliqué la même méthode à ma vie. Il a ri. Et moi aussi? Un peu. Mais les dégâts chez eux, je les voyais venir. Mon fils a fini par quitter le domicile pour faire une pause. Lucie a tenté de vendre des parts de leur appartement, sans succès. Leur façade s'effritait. Et moi, j'observais tout cela à distance, sans plaisir, sans vengeance, juste avec cette lucidité froide qu'on acquiert quand on a tout perdu une fois déjà. Un matin, j'ai reçu un message de mon fils. « Je suis désolée, maman. On s'est laissé influencer. Je ne savais plus qui croire. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai marché dans le jardin, j'ai touché les fleurs, j'ai laissé le vent décider à ma place. Puis, le soir, j'ai écrit « Je te crois. » Mais la confiance, elle, se reconstruit lentement. Reviens quand tu seras prêt à parler, pas à te justifier. Je n'ai jamais su s'il a pleuré en lisant ces mots, mais le lendemain, il est venu. Seul, Lucie ne l'accompagnait plus. Il s'est assis à la table, a regardé autour de lui la même table, la même nappe, la même lampe, et il a murmuré « Tu avais raison, maman. J'ai tout laissé faire. Je n'ai rien dit. J'ai pris sa main, et je l'ai gardée un long moment. Il a baissé la tête. Il savait. Le chaos, finalement, n'était pas chez moi. Il était chez eux dans cette maison moderne où l'on avait oublié la valeur d'un mot donné. Et le silence, cette arme que j'avais maniée sans le savoir, achevait son travail. Il les forçait à réfléchir. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas triomphé. J'ai simplement regardé le monde s'ajuster. Et j'ai noté, dans mon carnet, quand la vérité éclate, le bruit ne vient pas d'elle mais de ceux qu'elle dérange. On dit souvent qu'il faut tout perdre pour se retrouver. Moi, je crois qu'il faut surtout cesser d'attendre que quelqu'un vous retrouve. C'est ce que j'ai compris, ce matin-là, en rangeant ma dernière boîte dans le coffre du taxi. J'avais décidé de quitter la maison. Non pas par tristesse, mais par respiration. La maison avait trop vu, trop entendu,
les disputes, les silences, les mensonges. Elle était devenue un musée de souvenirs. Je l'ai vendue à un jeune couple, une institutrice et un menuisier qui rêvaient de commencer leur vie là où la mienne s'était usée. Ils ont parlé des lilas, des volets verts, de la lumière du matin. Je les ai écoutés avec un sourire. Je leur ai dit « Prenez soin du jardin, il a une mémoire ». Ils n'ont pas compris tout de suite, mais ils ont promis. J'ai emménagé dans un petit appartement au bord de la mer, à Saint-Brieuc, une pièce à vivre, une chambre, un balcon qui donne sur les toits et l'horizon gris. Le premier matin, j'ai ouvert les volets et j'ai senti le vent salé sur mon visage. J'ai pensé à Pierre, à la vie d'avant, au dimanche, au rire, à l'odeur du café. J'ai pensé aussi à mon fils, à Lucie, aux mots durs. Mais au lieu d'une douleur, j'ai ressenti un apaisement, comme si tout avait enfin trouvé sa place dans un ordre plus grand que moi. Les premiers jours, je ne savais pas quoi faire du silence. Il me suivait, docile, presque trop présent. Je mettais la radio pour l'apprivoiser, puis je l'éteignais pour mieux l'écouter. Petit à petit, j'ai redécouvert le plaisir d'être seul sans être abandonné. Je me suis fait un rituel. Chaque matin, j'allais marcher sur la digue, avec un carnet et un stylo. J'écrivais des phrases simples, comme on plante des graines. Je suis encore capable. Je ne dois rien à ceux qui m'ont diminué. La mer n'appartient à personne. Les mouettes criaient au-dessus de moi, et je me suis surprise à rire toute seule. Cela faisait des années que je ne m'étais pas entendue rire sans raison. Peu à peu, j'ai rencontré des visages. Le poissonnier du coin, qui m'appelait la dame au carnet. Une voisine, Evelyne, veuve elle aussi, qui m'a proposé un café. Et un jeune avocat, venu de Rennes, qui s'est installé dans l'immeuble d'en face. Il m'a souvent aidé à porter mes sacs de courses. Un jour, il m'a dit « Vous savez, Madame Garnier, votre histoire pourrait en aider d'autres. » J'ai répondu en souriant « Ce n'est pas une histoire, c'est juste une manière d'avoir tenu debout. » Je ne lui ai pas raconté tout, mais il a compris l'essentiel. Il m'a aidé à rédiger une lettre pour la fondation qui recevrait ma maison. En la signant, j'ai senti une légèreté nouvelle, comme si je déposais enfin le poids des rancunes. Le soir, je m'asseyais sur le balcon, avec une tasse de tisane. Je regardais le ciel devenir rose, puis bleu, sombre. La mer, en contrebas, faisait un bruit de respiration lente. Je me disais, c'est ça, la liberté. Pas l'absence de liens, mais la paix dans les liens qu'on choisit. Mon fils m'a écrit, 1 mois plus tard, une lettre courte, maladroite, sincère. Je voudrais venir te voir, si tu veux encore de moi. Je l'ai relu plusieurs fois. Puis j'ai répondu, je t'attendrai dimanche, pas pour parler du passé, pour regarder la mer. Il est venu. Nous avons marché côte à côte sur la digue, sans chercher les mots. Parfois, le pardon n'a pas besoin de phrases. Il s'installe dans la marche, dans le vent, dans le fait d'être là. Il a regardé l'horizon, puis m'a dit « Tu as l'air heureuse, maman. » J'ai hoché la tête. Je le suis, oui. Mais ce n'est pas un bonheur éclatant. C'est un calme qui tient debout. Il m'a serré dans ses bras, comme quand il était petit. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur qu'il parte. Lucie, elle, n'a jamais repris contact. Je ne lui en veux pas. Certaines personnes ne supportent pas qu'on leur retire le pouvoir de faire mal. Je lui souhaite seulement d'apprendre, un jour, que l'amour ne se contrôle pas. Il se respecte. J'ai poursuivi ma vie simple. Je lisais, je tricotais, je cuisinais pour 2 mois et ma paix retrouvée. Chaque soir, j'allumais une bougie près de la fenêtre. C'était mon signe, discret, pour ceux qui passent dans la rue. Quelqu'un veille encore. Le jour de mes 75 ans, j'ai invité mes nouveaux voisins. Nous avons mangé des galettes et ri jusqu'à la nuit. J'ai senti que ma maison petite mais vivante respirait d'une chaleur qu'aucune rancune ne pouvait ternir. À la fin du repas, Evelyne m'a dit « Tu sais, Madeleine, tu as quelque chose dans le regard, une force tranquille. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas une force, c'est juste que j'ai fini de me justifier. » Le lendemain, j'ai relu tout mon carnet vert, depuis la première page. Chaque mot, chaque date, chaque colère, chaque victoire.
Et j'ai compris que ce carnet n'était plus un dossier contre eux, mais un témoin pour moi. Le récit d'une femme qui, un jour, a décidé que sa voix n'aurait plus besoin de permission pour exister. Je l'ai refermé doucement, comme on ferme un livre qu'on connaît par cœur. Puis je l'ai posé sur la table, face à la mer. Et j'ai murmuré. C'est ici, enfin, que commence ma vraie vie. Il est des soirs où la mer semble parler. Pas avec des mots, avec cette respiration profonde, régulière, qui rappelle celle d'un être aimé endormi. Je m'assois souvent sur le balcon, une couverture sur les genoux, le carnet vert posé à côté de moi. Il n'y a plus rien à écrire, et pourtant je le garde, comme on garde une cicatrice, pour se souvenir que la blessure a existé, mais qu'elle ne fait plus mal. Je regarde le ciel se fondre dans l'eau. L'air salé me picote le visage, mes cheveux blancs s'agitent doucement. Il y a longtemps que je ne me sens plus vieille, je me sens vivante. C'est différent. La vieillesse, c'est ce que les autres voient. La vie, c'est ce qu'on sent encore battre à l'intérieur. Parfois, j'entends des voix d'enfants jouer sur la plage. Elles me ramènent à d'autres rires, à ceux de mon fils quand il courait dans le jardin, les genoux pleins de terre. Je ne lui en veux plus. Il a été ce que beaucoup d'enfants deviennent. Un adulte distrait par la vitesse du monde. Il ne m'a pas trahi par méchanceté, mais par oubli. Et l'oubli, je le connais bien. Il se glisse dans les familles, comme le vent sous la porte. J'ai compris qu'aimer ne signifiait pas tout pardonner, mais comprendre sans détruire. Je n'attends pas qu'il revienne chaque dimanche. S'il m'appelle, je réponds. S'il ne le fait pas, je continue de marcher, d'écrire, de respirer. L'amour maternel, quand il guérit, ne demande plus rien. Il bénit à distance. Je pense aussi souvent à Lucie. Il fut un temps où je l'aurais appelée ma belle-fille. Aujourd'hui, je la vois simplement comme une femme. Une femme qui a cru que pour exister, il fallait dominer. Je ne la juge plus. J'espère seulement qu'un jour, elle connaîtra la douceur du renoncement, ce moment où l'on comprend qu'avoir raison ne vaut pas d'être en paix. Dans le fond, c'est peu, être ça, vieillir. Apprendre à choisir la paix plutôt que la revanche. Non pas une paix molle, mais une paix lucide, bâtie sur la vérité. Ma maison, là-bas, vit maintenant d'autres rires. J'ai reçu une lettre du jeune couple qui l'a acheté. Ils m'ont envoyé une photo du jardin. Le lilas que j'avais planté refleurit. Ils écrivent que son parfum embaume toute la cour. J'ai souri. Les fleurs, elles, ne gardent pas rancune. Elles repoussent, toujours, sur la terre qui a souffert. Je me demande parfois ce que Pierre aurait pensé de tout cela. Je crois qu'il aurait été fier. Fier que je n'ai pas crié, que je n'ai pas tout laissé faire non plus. Il m'avait souvent dit « La justice, Madeleine, ce n'est pas faire payer, c'est remettre droit ce qui penche. » Je crois que c'est exactement ce que j'ai fait. La vie, désormais, se déroule autrement. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Je me lève quand je veux. Je prépare mon café. J'écoute la mer. Le matin, la lumière entre dans l'appartement comme une visiteuse bienveillante. Elle touche mes livres, mon fauteuil, la tasse ébréchée qui ne quitte jamais ma table. Parfois, j'ai l'impression que la lumière me parle. Tu as tenu bon. Je me rends utile à ma manière. J'aide bénévolement à la bibliothèque municipale. Je range les romans, j'écoute les confidences des lectrices âgées. Certaines me disent « J'aurais aimé faire comme vous ». Je leur réponds toujours « Il n'est jamais trop tard pour se relever, même quand on marche lentement ». Les jeunes, eux, me saluent avec un respect tranquille. Ils ne savent rien de mon histoire, mais ils sentent, je crois, qu'il y a dans mes gestes quelque chose d'entier. Une femme qui a su dire non sans fracas inspire plus de crainte que sans discours. Je ne regrette rien. Ou peu, être si, d'avoir mis si longtemps à comprendre que la gentillesse, sans limite, finit toujours par ressembler à une abdication. On nous apprend, à nous les femmes, à sourire, à pardonner, à comprendre. On ne nous apprend pas à dire stop. Moi, je l'ai appris tard, mais je l'ai appris pour de bon. Ce soir encore, j'ai laissé la fenêtre ouverte. La mer a ce grondement sourd qui berce et avertit à la fois. Je ferme les yeux, je respire, et je pense à toutes celles qui, quelque part, s'endorment dans le doute, la peur ou la honte. Je voudrais leur dire, n'attendez pas qu'on vous entende pour parler.
Parlez d'abord, même si c'est à voix basse, même si c'est sur une feuille. L'écriture est une porte, la loi, une lampe, et le silence, un bouclier. Je sais maintenant que le silence n'est pas toujours soumission. Le mien, à moi, fut une arme propre, sans éclat, sans blessure visible. Il m'a permis de reprendre ce qui m'appartenait, ma dignité, ma mémoire, ma voix. Je regarde la mer une dernière fois. Le soleil s'efface derrière l'horizon. Je murmure, pour moi seul, mais aussi pour toutes les autres. On peut vieillir, oui, mais on ne doit jamais s'effacer. On peut tout perdre, sauf la lucidité. Et même quand tout semble fini, il reste à écrire la phrase juste. Je referme le carnet vert, souffle sur la bougie. La flamme vacille, puis se stabilise. Dehors, les vagues continuent leur danse lente. Alors je souris. Et, d'une voix posée, certaine, libre, je prononce les derniers mots que la vie m'a appris. Le silence peut aussi être une forme de justice.